Alors, oui, bonjour à tous. Donc, il y a quelques mois de ça, Dominique Martial m'a dit, pas très loin d'ici, à vrai dire, tu sais, vos topos sur la VO2, quand on n'en fait pas, on n'y comprend pas grand-chose à vos courbes et tout ça. Et en fait, ce qui serait peut-être plus intéressant pour nous, ce serait de comprendre ce que vous faites des données et pourquoi on aurait intérêt à vous envoyer nos sportifs pour des évaluations. Et donc, il m'a dit, par exemple, pour préparer le marathon. Donc, on y va. Alors, ça va être le plus simple possible. Donc Thierry, Stéphane, Jean-Claude, Fabien Pillard qui est dans l'assistance, attachez les ceintures. Donc la VO2 directe, bon évidemment elle est couplée à une épreuve d'effort, donc déjà ça permet d'éliminer ce qu'un test d'effort maximal peut lui aussi trouver, mettre en évidence au niveau rythmique, ischémique et tensionnel. Les renseignements pour la prépa marathon. Alors juste un tout petit rappel de physio. Quand vous faites un effort, vous êtes sur la ligne de départ et vous partez. Les premières centaines de mètres, vous allez utiliser, vous voyez en bleu, la filière alactique, qui est en fait l'hydrolyse de l'ATP que vous avez dans vos muscles stockés et qui vous permet d'assumer les premières centaines de mètres. C'est ce qu'un gars qui court un 100 mètres, un 200 mètres va utiliser. C'est une mise à disposition facile, explosif. C'est vite régénéré en quelques minutes. Et ce qui permet du coup aux sportifs de haut niveau de faire des séries quand ils sont sprinteurs, de faire 2, 3 séries dans la journée, voilà, pour avancer dans la compétition. Si vous poursuivez l'effort, vous avez la filière anaérobie lactique qui vient au secours et qui permet en fait, énergétiquement parlant, d'assumer la transition en attendant que la filière aérobie, elle, monte en régime. Donc on a dans les premières centaines de mètres d'un effort de course à pied, par exemple, ces deux filières, donc anaérobie, l'une non lactique et l'autre lactique, qui viennent dans un premier temps servir de starter. Et puis ensuite, la filière aérobie monte en régime et devient, à une certaine intensité, la filière quasi unique pour assumer l'effort. La filière anaérobie lactique, elle, s'est repliée, puisque la filière aérobie est montée en régime, et elle va rester un peu quiescente jusqu'au moment où, si vous continuez à avancer, puisque là on est sur un principe de test triangulaire, donc plus on va vers la droite, plus ça va vite, c'est notre test d'effort, où la filière anaérobie lactique, elle va progressivement remonter en charge pour venir aider la filière aérobie pour pouvoir assumer l'accélération de la vitesse. Alors, ça c'est ce qui se passe à l'échelon cellulaire, on va dire périphérique, musculaire. Au niveau ventilatoire, on a une traduction avec la détermination de 2 seuils. On disait il y a longtemps de ça que ces seuils étaient en fait en corrélation directe avec ce qui se passait à l'échelon musculaire. Il y a bataille de physiologistes, moi je ne suis pas physiologiste, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, au niveau ventilatoire, on arrive à déterminer 2 seuils. Alors, je ne vais pas vous parler de comment on le détermine, puisque, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Mais en tous les cas, on a 2 seuils. Un seuil d'adaptation ventilatoire, le premier seuil, et un seuil d'inadaptation ventilatoire, ce deuxième seuil. On en fait quoi de ça, très concrètement? Eh bien, tout ce qui va être allure en dessous du premier seuil, globalement, à part le tout petit démarrage au début, on a vu, mais globalement, c'est de la filière aérobie exclusive. Mais ça ne va pas forcément très vite. Quand on accélère, on passe ce premier seuil, et à partir de là, on est sur une filière mixte, aérobie toujours, qui peut continuer à augmenter, bien sûr, et la filière anaérobie lactique qui vient s'ajouter. Donc à partir de là, il y a du lactate qui passe. Plus on va vite, plus les filières montent en régime, jusqu'au moment où on a comme une espèce de décrochage avec ce deuxième seuil ventilatoire, et là on tombe sur une zone où il va apparaître une grande fatigue dans un premier temps, tant qu'on n'est pas encore à sa VMA, puis de l'épuisement vraiment, avec une incapacité à tenir l'intensité. Pour des raisons qu'on l'a vu hier, les physiologistes n'ont pas encore très bien déterminées non plus, voilà. Mais en tous les cas, on ne peut plus tenir cette intensité. Alors quand on est très habitué à aller au-delà, là, vraiment au bout du bout, on arrive à tenir cette intensité pendant 8-10 minutes, des gens qui sont très très entraînés, mais les sujets peu entraînés, au bout de 2 minutes, ils calent en général. Alors le but, quand on prépare un marathon, c'est d'améliorer sa vitesse juste au-delà de ce premier seuil. Un marathon, ça se court un tout petit peu au-dessus de ce premier seuil ventilatoire. Et donc, comme quand Stéphane
à Londres, en 2012, on a une vitesse marathon à peu près de 12 km/h. Ben, si on s'entraîne bien, donc 12 km/h, grosso modo, sur un marathon assez roulant comme Londres, ça vous amène à 3h40 à peu près. Ben, si on s'entraîne bien et qu'on arrive à repousser vers la droite ce premier seuil, ben on fait comme lui 3h15. Voilà. Mais 3h15 en ayant mangé du gel que les distributeurs de l'épreuve donnaient pour se mettre sous les bras pour pas trop transpirer, et que lui, il a cru que c'était du gel alimentaire et il l'a mangé. Voilà. Et malgré ça, il a quand même fait 3h15. Donc, vous voyez quand même que ça ne déconne pas. Je crois que maintenant, tu n'es plus capable de faire 3h15. Hein. On parlait du vieillissement, mais voilà. Alors l'idée, évidemment, c'est, grâce au conseil et à la programmation d'entraînement, c'est de décaler le plus possible ce premier seuil vers la droite. Hein, voilà. Jusqu'à l'excellence, c'est-à-dire là on est à 20,5 km/h pour le premier seuil. Voilà. C'est un petit peu mieux que Stéphane. Et globalement, on va travailler 4 allures. Alors, les plans d'entraînement, je le dis régulièrement aux patients, hein, c'est comme les cookies ou le gâteau au chocolat ou les flancs pâtissiers. Vous en avez mangé dans différentes pâtisseries, ils ne sont pas tous exactement le même goût, il y en a un que vous préférez, d'autres pas. Les plans d'entraînement, c'est à peu près pareil. Mais globalement, on peut courir 4 fois, 5 fois par semaine, on peut s'entraîner 8 semaines avant, 10 semaines avant, 12 semaines avant, mais en gros, il y a à peu près 4 allures à respecter. La première, ça va être, eh bien, puisqu'on a déterminé ces 2 seuils grâce à la VO2, ça va être de s'entraîner à l'allure à laquelle on est censé courir le jour J, à ce qu'on appelle l'allure marathon. La deuxième, c'est d'aller un petit peu plus vite, plutôt dans une allure, on va dire, de semi-marathon. La troisième, c'est d'aller courir, et ça c'est plus spécifique du marathon, c'est-à-dire qu'on va aller courir à l'allure lipidique. Parce que le glycogène dont on dispose dans nos muscles et notre foie, on en a de quoi faire, selon les gens, 25, 28, 30 km. Mais après, il n'y en a plus. Et donc, il faut terminer la course avec un autre carburant. Et du coup, cet autre carburant, c'est les lipides, puisque ça, c'est une source inépuisable. Sauf que ces lipides, on l'a encore dit tout à l'heure, quand pour travailler cette filière-là, il faut courir longtemps et pas très vite. Mais quand on doit courir plus de 30 km, et par définition sur le marathon c'est le cas, si on veut quand même assumer cette transition, il faut la travailler aussi à l'entraînement. Il faut dérouiller cette filière énergétique qui n'est pas du tout naturelle. Quand on va courir, qu'on met son short, ses baskets et on part courir, on a du glycogène à disposition, on se sert, on travaille avec ça. Donc il faut aller s'entraîner à travailler cette filière lipidique qui nous servira bien pour le dernier tiers du marathon. Et donc il faut sortir longtemps et pas dans son allure. Ce sont des courses qui sont assez mal vécues en général. Les patients n'aiment pas ça. En plus, les hommes ont un gros problème avec les allures imposées en lipides, c'est-à-dire que quand ils vont courir au même endroit que d'habitude, ils se font doubler par des nanas s'ils courent là, et ça, il y en a beaucoup qui ne supportent pas. Et donc ils accélèrent. Et après, ils vous disent, ouais, finalement, je ne vous ai pas dit, docteur, mais là, cette allure, je ne l'ai pas tenue. Non, je me faisais doubler par tout le monde, je ne pouvais pas. Voilà, ils se préparent, c'est un petit peu difficile. Les filles, elles ont beaucoup moins de problèmes avec tout ça. C'est plus simple. Et puis la dernière allure, c'est la grosse intensité. C'est quand même aller travailler au-delà du deuxième seuil, faire du qualitatif, vraiment pur, parce que c'est quand même le seul moyen d'augmenter sa VMA, d'augmenter sa VO2. Et quand on a une plus grosse VO2, en gros, on a une plus grosse cylindrée, et du coup, quand on a un moteur de 5 litres, pour faire Bordeaux-Munich en voiture, c'est plus sympa avec une Mercedes de 5 litres qui va tourner à 2000 tours minute qu'avec une Twingo de 1 litre 2, qui elle va être tout le temps à 5000 tours. Voilà. Donc, plus on est capable, plus c'est simple d'assumer les allures sous-maximales, et notamment celles du marathon, quand même. Voilà. Donc ça, c'est des allures qui sont des séances fatigantes, sur lesquelles on peut se blesser aussi, hein, notamment au niveau ischio-jambier, mais c'est intéressant quand même de le mettre aussi hein, dans sa préparation. Mais quand on avance en âge, les marathoniens âgés, c'est-à-dire de plus de 50 ans, qui ont déjà, ils le savent, leur meilleur chrono derrière eux, ils ne feront plus les temps qu'ils faisaient quand ils avaient 35 ans, souvent cette séance-là, ils ne se l'imposent plus. Ils courent tranquilles, beaucoup plus en douceur, sans ambition chronométrique particulière, mais ils arrêtent ça. Et vous voyez, c'est ce qui se passe quand vous avez Jean-Michel, François et Jean qui en ont marre de faire du fractionné. Le marathon, ils arrêtent et ils passent sur la course nature.
On n'est plus dans des challenges chronométriques, on est plus sur des histoires de distance. Et on se dit que plutôt d'essayer de faire moins de 3 heures au marathon, on va plutôt aller traverser l'île de la Réunion en courant, en prenant son temps. Tout est relatif. Voilà. Alors les facteurs limitants, en fait, les deux facteurs limitants que moi je trouve que je rencontre le plus souvent dans la pratique quand on voit les gens et qu'on a leur retour, parce que c'est très important d'avoir le retour des gens. Quand vous leur faites des plans de préparation, vous leur demandez qu'ils vous rappellent ou qu'ils vous envoient un mail pour voir si on est raccord entre ce qu'on avait prévu et ce qui s'est passé. Les deux choses qui sont les plus limitantes, c'est le profil chronotrope vertical, c'est-à-dire une fréquence cardiaque d'effort qui va monter relativement vite. Là, vous voyez, on prend l'exemple, 2 coureurs, ils courent tous les deux à 10 km/h, mais il y en a un qui a un seuil à 148 pulsations et l'autre à 168 pulsations. Celui qui a la malchance d'assumer les 10 km/h et d'avoir son allure marathon pour 168 pulses, il va avoir un ventricule gauche qui va se pomper 5000 fois plus que l'autre. Et comme le myocarde est un muscle, il fatigue un petit peu. Et on a donc ce cercle vicieux de diminution relative de la contractilité, de diminution de la fraction d'éjection, un débit qui baisse, des muscles qui font savoir au cerveau qu'ils reçoivent moins d'oxygène et que donc s'il faut tenir, il faut mettre en place des mécanismes adaptatifs. Et entre autres, c'est la fréquence cardiaque qui va augmenter. Et donc on rentre dans ce phénomène de dérive et de fatigue. Et donc le pouls d'oxygène, c'est un bon indicateur de la capacité d'effort et entre autres de la capacité marathon. Et quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui a un pouls d'oxygène à 14, pendant que l'autre il a un pouls d'oxygène à 22, vous savez très bien lequel des deux va faire le meilleur temps à l'arrivée. Ça, c'est facile. La deuxième chose, c'est la limitation ventilatoire. Ce n'est pas des gens qui sont forcément bronchopathes, à proprement parler, mais on le voit bien déjà sur leur courbe débit-volume, c'est un peu écrété, c'est pas suffisant. Et souvent, quand on les interroge, on retrouve notamment pas mal d'antécédents de bronchiolite. C'est des gens qui ont été malades dans l'enfance, qui ont eu des bronches très enflammées et qui gardent finalement ce petit déficit ad vitam. Ça ne les gêne pas du tout dans le quotidien, mais sur de l'intensité, ça peut les gêner. Et ça les gêne d'autant plus que nos périodes maintenant allergisantes, polliniques et tout ça graminées, avec le réchauffement climatique, tous les gens qui mangent de l'aérius de manière saisonnière, ils le savent. Voilà, maintenant, ils commencent à manger de l'aérius fin mars, alors qu'il y a encore 10 ans, ils commencent à manger de l'aérius fin mai. Voilà. Et puis ça continue. Voilà. Donc, ils sont beaucoup plus gênés par ça. Et puis après, il y a la pollution atmosphérique, qui est un facteur aussi limitant, très clairement, surtout le dioxyde de soufre et l'ozone. L'ozone en zone urbaine, quand il fait chaud avec la pollution automobile, c'est compliqué. Et en plus, ça résiste à la ventoline. Donc là, il y a une vraie limitation aussi. Et donc ça, il faut l'intégrer dans la gestion de l'effort. Il faut leur dire, du coup, s'ils sont gênés, d'aller faire leur séance quand il n'y a pas trop de circulation automobile, quand il ne fait pas trop chaud. Et puis, si possible, de choisir une épreuve qui ne va pas se dérouler par des températures de 25 degrés, mais plutôt par des températures de 10-12 degrés. Déjà, en termes de dérive cardiaque, c'est plutôt bénéfique et on fait des meilleurs temps, clairement. Mais en plus, eux qui ont cette contrainte respiratoire liée aussi à la pollution atmosphérique, c'est plus sympa. Alors, est-ce qu'il faut ou pas courir à la vitesse, à la fréquence cardiaque? Lequel des deux? Il y a beaucoup de gens qui courent à la vitesse, beaucoup, comme les cyclistes courent à la puissance. Mais n'empêche que la fréquence cardiaque, c'est quand même vraiment un marqueur qui est sympa. Quand on est débutant, qu'on ne se connaît pas du tout, courir à la fréquence cardiaque, c'est un vrai confort. Voilà. On a des consignes, on les applique, et ça se passe bien. Quand on a un cœur qui monte vite en régime, on a aussi intérêt à le porter, parce qu'on ne se rend pas bien compte, on est pris dans l'effet de groupe, les allures, on est entraîné, et on dérape. Donc là aussi, le cardio est là pour éviter d'aller trop dans une zone avec un petit peu trop de lactate, de fatigue musculaire. Le lactate, c'est très bon, c'est le carburant du myocarde à l'intensité. Donc voilà. Mais en tous les cas, dans cette zone d'épuisement musculaire. Et puis quand il fait très chaud, là aussi, très chaud, ça veut dire qu'il fait plus de 20 degrés, c'est-à-dire pas mal de marathons. Là aussi, c'est pas négligeable d'avoir le cardio pour justement se retenir, se brider un petit peu. On le voit aussi dans le vélo, tous les cols en plein été, dans le Tour de France. Ils n'ont pas que les capteurs de puissance ce jour-là, ils ont aussi le cardiofréquencemètre, tous. Voilà. Donc au final, la VO2 directe pour le marathon, c'est un outil qui est très adapté à ce format de course, parce qu'on est sur de la filière aérobie. Évidemment, on l'a vu hier, et je partage complètement cet avis, la VO2 pour un footballeur, un rugbyman, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais pour des gens qui sont sur des efforts à très forte composante aérobie, c'est vraiment un outil qui est important, qui permet de bien calibrer les gens, qui est fiable. Il faut juste mettre les bémols, voilà.
tenir compte de certaines choses, la chaleur notamment, la gestion de course. Les consignes, elles sont très faciles à mettre en œuvre. Le patient a une zone de fréquence cardiaque à tenir, point. Il la tient. Et à l'arrivée, 19 fois sur 20, il termine dans les 10 minutes de plus ou de moins que ce qu'on lui avait dit, parce que c'est assez simple, quoi. Voilà, en fait. Et ça marche vraiment bien pour ce genre d'activité. Voilà, merci. Merci pour cet exposé. Il y a sans doute des questions pour courir encore mieux sur un semi-marathon, voire sur un marathon. Non, il n'ose pas. Il n'ose pas. Moi, j'argumenterai bien sûr sur ce qui a été évoqué hier, et que tu as d'ailleurs toi évoqué hier, sur le coût énergétique. Et en imaginant quelqu'un avec la même VO2 qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé, quelqu'un qui serait capable simplement par un relâchement musculaire, par un problème intellectuel ou autre, de faire à chaque pas peut-être 3 cm de plus avec le même niveau de VO2, il faut regarder ce que ça fait au bout de 42 km. Ouais. On n'a rien changé à la VO2, on n'a rien gagné, on n'a pas travaillé de plus et on est beaucoup plus performant. Donc faire passer le message que la VO2 est importante, je crois que c'est une certitude, mais il y a aussi ce côté rendement, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est sûr que l'aspect biomécanique est quelque chose de très intéressant aussi. Et d'ailleurs, maintenant, de plus en plus, les gens qui veulent performer, qui sont un peu sensibilisés, au-delà de venir nous voir pour en savoir plus sur leurs échanges gazeux à l'effort, ils ont aussi une étude de bioméca avec un chaussage adapté. Ça aussi, c'est très très important au niveau semelle. Et puis, dans la foulée, il y a des gens qui s'appellent des entraîneurs et qui les font bien travailler, quoi. Ils sont souvent en club et accompagnés aussi par ces gens-là. Et c'est quand on cumule les avis, voilà, et qu'on arrive sûrement à performer le mieux possible. Mais il y aura aussi du coup la nutrition, et puis il y a le sommeil. Voilà. La VO2 n'est qu'un des éléments de la performance, bien évidemment. Oui, Laurent, juste sur le plan pratique, pour l'évaluation, préparation marathon, vous utilisez quelle pente? À plat ou? Mais 1% de pente. 1% pour reproduire la pénétration dans l'air qui n'a pas lieu sur cet effort statique. Certaines équipes utilisent un ventilateur, je ne sais pas si vous le faites vous, qui est censé rester sur une pente à zéro, et un ventilateur qui vaut à peu près la vitesse de course pour donner le freinage. C'est très, très particulier. Moi, je me permets de souligner que lors de l'épreuve d'effort avec analyse et échange gazeux, on a fait des explorations fonctionnelles respiratoires de base avant, et au besoin, on peut les faire après. Et donc, c'est là qu'on va détecter très facilement des limitations d'origine ventilatoire. Est-ce qu'il y a un paramètre prédictif de la performance? Vous avez parlé du coût d'oxygène. Moi, je suis un peu intrigué parfois par la VO2 max, que je trouve souvent très basse. Très basse? Ah oui, elle est basse. Ça dépend. S'il court en 2 heures, je vous assure, elle n'est pas très basse. Elle va être à 80, 85. Après, tout dépend. Non, mais quelque chose de très, très simple. Je ne vois pas tous les jours non plus. Mais non, la VO2, elle est quand même intimement corrélée à la capacité à courir vite et longtemps. Un argument simple pour pas forcément tout comprendre et qui revient sur ce qu'a très bien développé donc, dans son exposé, c'est que 1 watt sur vélo, ça coûte combien par kilo? 1 watt. Produire une énergie d'1 watt, ça coûte combien? Alors dans la littérature, pour établir les tables, c'est 10,5 millilitres d'oxygène par kilo et par minute. Mais en fait, en réalité, si on fait des séries sur des cyclistes, justement parce qu'ils sont habitués au vélo, ça va de 8 à 12 millilitres kilo minute. Donc il est évident que quelqu'un qui n'en consomme que 8, il va avoir une VO2 beaucoup moins intéressante et exigeante que celui qui a besoin de 12 millilitres kilo. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui en fait ont un rendement excellent et puis c'est ce qui fait les athlètes d'exception. On a le champion du monde qui c'est Kip Jogé, si le nom me trompe, si je ne me trompe pas, qui est quand même en 2 heures maintenant ou 2h01 au marathon. Et qui, on ne sait pas tellement sa VMA, sa vitesse max aérobie, qui doit tourner autour de 23-24 km/h, ce qui est quand même déjà pas mal pour un athlète de long.
et qui court donc son marathon à peu près à 87, 88, presque 90% de sa VMA. Ça laisse songeur ce fameux seuil dont tu parlais, qu'il arrive à monter pratiquement jusqu'à 90% de sa vitesse max. C'est pour ça que quand on dit que le marathon, c'est pas très sollicitant sur le plan cardiovasculaire, c'est quand même une épreuve qui est très sollicitante pour le myocarde et pour le système cardiovasculaire. Une dernière question, Laurent. Est-ce qu'il t'arrive... Pardon ? On est d'accord que la fréquence cardiaque en dehors du débutant, tu n'utiliseras pas pour les sportifs réguliers dans leur entraînement. Tu vas les entraîner sur de la vitesse, et notamment sur les Complètement. cardiaques, ça ne sert à rien parce qu'elle n'a pas le temps de monter ou de descendre. Oui, non, mais ça c'est sûr que sur le fractionné, on s'en fiche. La question c'est est-ce que oui ou non on se fie à la fréquence cardiaque le jour de la course? Est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on court avec ou pas? Voilà. Il y a quand même des gens qui courent très vite qui le portent encore. Hein. Des gens qui courent en moins de 2h15, on en connaît plusieurs avec Thierry, ils le gardent le cardiofréquencemètre et ils courent en tenant compte de ça. C'est pas des Mickey pourtant. Hein. Ouais. Après ils ont les plaques carbone aussi, hein, c'est vrai, qui maintenant leur ont permis de gagner 2 à 3 minutes. Tout le monde a descendu ses chronos. Voilà, c'est comme à une époque la natation avec les combinaisons. Il y a eu un vrai gap technologique là avec ces plaques. À la condition de courir à plus de 13-14 km/h, le rendu fait que, voilà, c'est que vraiment on gagne en vitesse. Mais courir à la fréquence cardiaque, moi je continue à penser que ça a du sens, même quand on est très bon. Et surtout quand on fait les championnats du monde à Doha, il faisait 30 degrés, où les 2 tiers du plateau ont abandonné alors qu'on les avait fait partir à minuit. On a eu la même plaisanterie à Rio, on a vu Johan Diniz sur le 50 km marche, dans quel état il a terminé. Donc je pense que c'est quand même, ça reste un paramètre important de la gestion de l'effort, la fréquence cardiaque. Parce qu'encore une fois, les conditions météo sont quand même parfois extrêmement sollicitantes. Bien. Il y a peut-être un argument aussi qui est tout simplement celui de la fréquence ventilatoire. Moi, j'y crois beaucoup. Je ne crois pas du tout à la fréquence cardiaque, qui est extrêmement variable dans des circonstances, pas jamais, on ne va pas dire jamais, ça sert, mais de façon régulière, répétée, ce n'est pas toujours évident. La fréquence ventilatoire, oui. Et il nous faut des capteurs de fréquence ventilatoire qui peut-être nous donneront des niveaux de seuil et des références sur l'entraînement. Ça manque. C'est mon avis, ça n'est que mon avis. Merci.